Les grands entretiens de Storia Voce. Une émission de la rédaction de Storia Voce. On retrouve Christophe Dickès. Chers auditeurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de nos grands entretiens. Storia Voce va bientôt entrer dans sa 4e année d'existence et nous entamons aujourd'hui avec donc cette émission une nouvelle saison, la saison 2019-2020. Il y aura bien des surprises au cours de cette nouvelle saison, des nouveautés, quelques cadeaux pour les découvrir. Restez fidèles à notre radio, soutenez-la. Storia Voce est une radio associative et si nous pouvons entamer une nouvelle saison, c'est bien grâce à plusieurs d'entre vous et nous vous en remercions. Quant à ceux qui n'ont pu encore le faire et qui peuvent le faire surtout, rendez-vous dans la rubrique Soutenez-nous à partir de la page d'accueil de notre site storiavoce.com. Nous le savons, en histoire, les idées les plus intéressantes sont celles qui recherchent les causes et les origines des événements. Elles en sont bien évidemment la clé essentielle. Pourquoi et comment les événements se sont-ils construits ? Une fois n'est pas coutume, nous allons aujourd'hui nous pencher sur la construction non pas d'un événement, mais plutôt d'un concept, celui de souveraineté. Souveraineté à travers un espace bien connu, celui de la mer Méditerranée à l'époque moderne. Nous le savons, les Romains l'appelaient Mare Nostrum, mais au XVIIe siècle, à qui appartenait cette mer ? S'agissait-il d'un espace libre où l'on pouvait librement naviguer et bénéficier des ressources halieutiques, ou au contraire d'un espace sur lequel s'exerçait une juridiction, un pouvoir, une souveraineté ? Vous l'avez compris, Storia Voce va naviguer, sans mauvais jeu de mots, aujourd'hui sur les eaux de l'histoire, bien évidemment, mais aussi de l'histoire du droit, de la construction du droit, de la géographie naturellement, mais aussi de la philosophie à travers les âges, de l'Antiquité jusqu'au XVIIe siècle, en passant par l'époque médiévale. Guillaume Calafa, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes maître de conférence à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, donc à l'Institut d'Histoire moderne et contemporaine. Vous êtes l'auteur d'un livre que j'ai trouvé remarquable pour une raison bien particulière que je vais donner à l'instant. Ce livre s'intitule « Une mer jalousée, contribution à l'histoire de la souveraineté, Méditerranée, XVIIe siècle ». C'est un livre paru aux éditions du Seuil. Et une des grandes particularités de cet ouvrage, et c'est ce qui fait, à mon sens, sa richesse, c'est que c'est vrai que nous vivons dans l'ère de la spécialisation. Or, vous avez créé des ponts entre l'histoire, le droit. Il y a même un peu d'histoire de l'art, parce que au début de chaque chapitre, il y a une représentation, des cartes, bien évidemment, mais aussi des dessins, et vous les commentez parce que ce sont à la fois des œuvres d'art, mais aussi des sources pour l'historien. Il faut développer ces ponts entre les disciplines, Guillaume Calafa. L'histoire a cet avantage qu'elle est fondamentalement gloutonne. C'est un mot d'un historien bien connu, Marc Bloch. C'est une ogresse qui peut justement se nourrir de toutes les disciplines des sciences humaines et sociales, mais aussi des sciences de la nature. Et c'est pourquoi sur certains sujets, certains objets, la discipline historique et l'historien peuvent s'appuyer sur des réflexions menées par les philosophes, les historiens d'art, les juristes, et se nourrir de cela pour essayer de poser des problèmes historiques. Dans la mesure où l'ensemble de ces autres disciplines des sciences sociales aussi ont une histoire, ont elles-mêmes aussi une profondeur historique que l'historien peut mobiliser volontiers. Donc ces ponts, finalement, elles font partie de notre ADN d'historien. Je crois que nous les manions tous, plus ou moins, et nous essayons de les construire, de les bâtir, d'en tenter de nouveaux. Parfois ça fonctionne, parfois un petit peu moins, mais c'est, je crois, l'un des avantages principaux de l'histoire, qui est une discipline finalement qui couronne un peu, les philosophes ont souvent cette prétention, mais je crois que l'histoire peut le faire aussi, l'ensemble des sciences humaines et sociales. L'histoire est maîtresse de vie et de vérité. Une des grandes
autre qualité de votre ouvrage, c'est que parce que vous travaillez sur le droit, sur l'histoire du droit, sur la construction du droit, bien évidemment, vous avez des références antiques, vous avez des références, et ça a été une très grande découverte pour moi, une continuité médiévale qui est extrêmement importante. Nous aurons l'occasion d'en reparler, mais et c'est d'ailleurs dès les premières lignes de votre ouvrage, vous en parlez, jusqu'à nos jours, nous voyons que nous dépendons de ce qui s'est décidé au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle. Oui, là il y a des continuités qui sont peut-être propre à la matière juridique, c'est-à-dire des temporalités extrêmement profondes, parce qu'aussi, en réalité, de manière assez pragmatique, les possibilités juridiques sont en nombre donné. On ne peut pas non plus, même si on peut faire travailler notre imagination, on ne peut pas imaginer une myriade de moyens d'exercer une souveraineté sur les mers, par exemple, pour reprendre cet objet. Mais c'est vrai que le droit romain, en particulier, puisque j'essaie de me pencher dessus dans les premières pages de ce livre, a donné un répertoire des manières de faire, des techniques qui vont être réemployées au Moyen-Âge, à l'époque moderne, aux époques encore contemporaines, parfois comme ressources, comme justification, comme été pour essayer de débattre de ces questions. Et cela, on peut bien évidemment le voir quand on réfléchit à la souveraineté, par exemple, mais aussi à des questions fondamentales de notre vie sociale, comme la propriété, la succession, le droit de cour, d'ailleurs lui-même. Donc ce sont des temporalités longues que l'on peut observer et qui expliquent aussi pourquoi, encore, dans certains domaines du droit international, et en particulier dans le droit maritime, des questions débattues il y a de cela plus de, parfois, 4 siècles, 5 siècles, voire des questions traitées par les jurisconsultes romains, sont mobilisées comme autant d'exemples ou de sources à justement convoquer. Vous convoquez aussi des textes bibliques, tant le droit, bien évidemment médiéval, est imprégné par des conceptions bibliques. Oui, alors les juristes de l'époque moderne font feu de tout bois de ce point de vue-là. Ils utilisent à la fois les Écritures, le droit romain, l'histoire comme autant de moyens pour traiter une controverse juridique. Donc c'est un éventail de sources qui est tout à fait intéressant d'un point de vue historique et d'un point de vue historien également, puisque on voit également des bibliothèques se constituer sous nos yeux, ces bibliothèques de juristes qui étaient tout à fait impressionnantes, puisque ces juristes modernes qui m'ont intéressé avaient à la fois une connaissance érudite des textes antiques, une connaissance technique des textes juridiques, mais aussi une connaissance intime et profonde des questions religieuses et des Écritures et de la Bible évidemment. Donc lorsque l'on voyait ces juristes débattre entre eux, c'était aussi bien débattre sur des points théologiques que des points juridiques et politiques évidemment. Et là aussi, autre rapport de votre ouvrage, vous utilisez le mot de controverse, mais vous utilisez bien d'autres expressions, la guerre des livres, la bataille des Écritures. C'est ce qui rend cette étude absolument passionnante, c'est qu'il y a un foisonnement intellectuel qu'on ne soupçonne pas. Alors, c'est vrai que depuis désormais une vingtaine d'années, les historiennes et les historiens se penchent volontiers sur ces moments de controverse, ces débats qui peuvent être des controverses intellectuelles, des controverses artistiques parfois en termes de goût, mais aussi des controverses juridiques. Cela, on le doit beaucoup à l'apport des sociologues qui nous ont montré combien ces controverses pouvaient donner lieu à une efflorescence de textes, combien aussi ils étaient révélateurs des pratiques intellectuelles, des modes également de débat dans l'espace public. Donc, en traitant de questions autour du droit maritime, des débats autour de la souveraineté des mers, et effectivement, on voit des clans se constituer, des débats également se former, qui produisent une efflorescence. À nouveau, j'utilise ce terme parce que c'est vrai qu'on est frappé par la multiplicité des formats, à la fois manuscrits, imprimés, mais aussi toutes les techniques qui peuvent être artistiques aussi, de justification
d'appui pour faire valoir un point de droit ou une idée dans un débat juridique. Donc cela est assez intéressant à observer. Effectivement, la controverse, ces batailles d'écriture, cette guerre des livres de 100 ans, comme elle a été également baptisée par un juriste belge de la fin du 19e et du début du 20e siècle, Ernest Nice, combien ce débat produit des textes qui évidemment sont la matière première de notre métier, l'histoire. Première question sur le fond de votre livre. Pourquoi la Méditerranée ? Pourquoi avoir cantonné votre étude à la Méditerranée alors que l'on sait par ailleurs qu'il y avait des expansions, que ça soit sur les Caraïbes par exemple ou bien l'océan Indien ? Je vous remercie de poser cette question parce que en vérité, et j'essaie de l'expliquer dans les premières pages aussi du livre, la controverse sur la liberté des mers et sur la propriété des mers, sur la souveraineté des mers, naît précisément en grande partie de l'expansion européenne dans l'océan Indien, dans l'espace atlantique, et l'historiographie a bien montré que les Anglais, les Hollandais, les Portugais et les Espagnols avaient de longue date débattu de ces questions. Comme l'historiographie s'est appuyée justement sur cette expansion impériale, elle a un peu oublié, voire parfois complètement ignoré, le rôle tout à fait crucial, à la fois dans la genèse des concepts, mais aussi dans la simultanéité de cette controverse sur la liberté des mers, de la Méditerranée. La Méditerranée est à la fois un espace génétique important pour les concepts de la souveraineté des mers, mais aussi un espace qui est précisément travaillé par plusieurs puissances qui débattent des moyens d'y dire le droit. Et ce point m'a semblé intéressant parce que on peut suivre les débats juridiques dans l'océan Indien et dans l'océan Atlantique en les isolant, mais je pense que l'on perd à la fois la profondeur historique de cette question, mais aussi la vitalité juridique, politique de l'espace méditerranéen à l'époque moderne. Et c'est ce que j'ai voulu essayer de montrer, en particulier en me centrant sur le XVIIe siècle, un siècle qui est parfois considéré comme un siècle de déclin ou de décadence méditerranéenne, alors même que l'on sait son importance à la fois stratégique du point de vue des empires. C'est un espace extrêmement disputé, aussi bien par les Anglais et les Hollandais d'ailleurs que par les Français et les autres puissances bordières de la Méditerranée, l'Empire ottoman au premier chef ou l'Espagne bien sûr. Mais c'est aussi un espace d'une grande vitalité intellectuelle. Et c'est ce que j'ai essayé de montrer dans ce livre. Il y a un personnage incontournable, évidemment, dans la conception juridique de l'époque, c'est Hugo Grotius, qui est un des plus grands esprits de son temps. Quelle a été sa contribution dans le débat sur la liberté des mers ? Alors, Hugo Grotius joue un rôle très important. C'est un Hollandais, un avocat, un jeune avocat extrêmement brillant. Nous sommes là en 1607, 1608, 1609. Il est convoqué par des actionnaires de cette puissante compagnie des Indes orientales néerlandaises, la VOC, cette compagnie unie des Indes orientales, qui finance ces grandes expéditions hollandaises dans l'océan Indien contre les Portugais et les puissances ibériques contre lesquelles ils sont en guerre. Hugo Grotius est convoqué par des actionnaires pour justifier la capture en mer d'un navire portugais richement chargé. Nous sommes dans le détroit de Singapour. Et pour cela, il va produire une dissertation extrêmement copieuse avec plus d'une quinzaine de chapitres qui est restée méconnue des historiens jusqu'au milieu du XIXe siècle. Et dans cette dissertation qui s'appelle du droit de prise, il va isoler un chapitre qui s'appelle La mer libre et qu'il va faire publier anonymement en 1609 à La Haye. Et pourquoi anonymement ? Anonymement parce que à l'époque les Ibériques et les Hollandais négocient une trêve dans la longue guerre de 80 ans, la guerre d'indépendance néerlandaise qui oppose l'Espagne et le Portugal et les Pays-Bas. Et
la publication de ce pamphlet irait contre la négociation de la trêve. Elle serait mal perçue évidemment par les Espagnols. Donc la prudence, Hugo Grotius est un homme prudent, il préfère le publier de manière anonyme, avec bien sûr l'injonction derrière du gouvernement de La Haye. Ce pamphlet néanmoins est remarqué, non parce qu'il est particulièrement neuf. En vérité, c'est ce que défend Grotius, la liberté des mers. D'autres l'ont défendu avant lui. Je pense notamment à ce juriste italien Alberico Gentili, un juriste protestant qui travaillait à la Mairie de Londres, mais également les Anglais avaient pu défendre cette conception libérale de la communauté des mers, mais les Romains également. Les Romains étaient plutôt des défenseurs de l'idée d'une mer commune, d'une mer publique, d'une mer qui appartient à tous. C'est ce que défend Hugo Grotius dans son petit pamphlet, La mer libre, Mare Liberum, qui paraît en 1609, et qui, en défendant la mer libre, défend aussi l'expansion impériale des Provinces-Unies, des Pays-Bas, qui justement essaie de contrer les monopoles ibériques qui datent d'un gros siècle environ, des expéditions espagnoles vers les Amériques et des expéditions portugaises vers l'océan Indien. Donc ce petit texte néanmoins va focaliser l'attention des juristes de l'époque, des pouvoirs également, car cette mer libre pose la question de la propriété des mers. À qui appartient-elle? Est-elle véritablement commune? Et peut-on laisser donc de nouvelles puissances émergentes contrer des monopoles anciens et anciennement établis? Donc en fait, cette conception de mer libre s'oppose à ce qu'on appellerait la mer fermée. Oui, la mer fermée qui est un synonyme, si l'on veut, de souveraineté des mers ou de propriété des mers. Un synonyme compliqué d'ailleurs, on pourra y revenir. Il y a énormément de nuances dans votre propos, qui est un propos de juriste, entre les différents termes, le dominium, l'imperium, etc. Oui, parce que en fait, en termes d'usage, la question de la propriété des mers, de la souveraineté des mers ou de la liberté des mers est parfois proche, parce que l'un des enjeux, vous avez justement souligné le rôle de la souveraineté comme un des concepts qui m'intéresse dans ce livre, mais il y en a un autre qui fait le pont entre chacun des chapitres et qui est un concept matriciel de la culture politique et juridique de l'époque moderne, c'est celui de juridiction. Dire le droit, c'est le dire sur une mer qui peut être libre, mais aussi une mer qui peut être fermée. Oui. Et cela, en fait, les tenants des deux camps de la controverse, du côté de la mer libre et du côté de la mer fermée, peuvent s'accorder là-dessus. Oui. Donc, la mer fermée, évidemment, ce sont des États qui revendiquent, par exemple, des exclusifs, des monopoles pour la pêche, des droits de péage. Les Anglais vont faire cela, notamment par l'intermédiaire d'un grand avocat londonien, un érudit considérable, philologue, un homme d'une culture historique aussi tout à fait exceptionnelle, qui s'appelle John Selden, qui va écrire d'abord un livre qui s'appelle Mare Clausum, la mer fermée contre le Mare Liberum de Hugo Grotius, mais qui lui aussi, le roi d'Angleterre lui dit d'attendre un petit peu avant de l'imprimer, parce que on est en pleine tractation avec les Hollandais, donc il ne faudrait pas les vexer. Et pour son livre qui est écrit en 1618 ne va paraître qu'en 1635. Autres adversaires d'Hugo Grotius, ce sont également les Portugais, qui vont essayer de se défendre par l'intermédiaire d'un grand juriste de Coimbra qui s'appelle Serafim de Freitas, un grand juriste qui va également défendre ces monopoles portugais dans l'océan Indien, en les justifiant, en mettant en avant notamment leur rôle commercial, leur rôle de protection vis-à-vis des marines et des marchands européens. Donc le débat se constitue ainsi, et évidemment en Méditerranée il a des résonances nombreuses, en particulier du côté de Venise. Est-ce qu'il faut opposer le droit romain et la conception romaine avec des conceptions médiévales, justement en reprenant cette grille de lecture entre une mer commune qui existe dans le droit romain, mais on va dire c'est assez facile dans la mesure où c'est la Mare Nostrum et qu'elle appartient à tout le monde et que l'Empire domine l'espace, et une conception médiévale qui, elle, serait davantage pour la souveraineté, une souveraineté qui est exprimée par toutes ces républiques italiennes ou ces duchés italiens qui avaient une vocation maritime. Alors, vous posez là une question qui
est très importante et continue d'être débattue aussi bien chez les historiens que chez les historiens du droit, parce que évidemment on pourrait considérer que la mer commune des Romains, après le morcellement politique dû au Moyen Âge, se transforme en une série de petites mers fermées. C'est une idée qui fonctionnerait relativement bien, mais elle cadre mal en vérité avec par exemple le rôle tout à fait central de l'Empire byzantin dans le prolongement des règles romaines au 9e, au 10e siècle. Alors bien sûr, il y a des règles sur les littoraux qui commencent à changer. On commence à débattre évidemment surtout du statut de ce rivage. Jusqu'où le prince peut-il pousser son droit en mer? Donc il y a des débats évidemment qui sont génétiques pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est qu'une mer territoriale, qu'est-ce que c'est la terre, qu'est-ce que c'est la mer, et où se place le rivage dans ce débat-là. C'est des différences de nature, des différences aussi, bien sûr, de manière d'y dire le droit. Donc il y a des réflexions aussi bien sur les éléments que sur des possibilités pragmatiques de dire le droit. Les juristes médiévaux qui redécouvrent le droit romain, qui le réapproprient en particulier à partir du 11e, 12e siècle, vont défendre l'idée que la mer est libre, que la mer est commune, mais que le prince peut y exercer une juridiction, qu'il a le droit d'y dire le droit, en particulier pour une catégorie de personnes qu'il convient de chasser, ce sont les brigands des mers, les pirates. Et la piraterie joue un rôle très important pour faire naître ce concept de souveraineté. C'est-à-dire la piraterie est un moyen pour le prince de justifier la possibilité de dire le droit très loin de ses côtes, parce que les pirates, bien sûr, ne font pas que caboter devant le rivage, il faut aller les poursuivre, les chasser. C'est ce que d'ailleurs Pompée faisait à la fin de la République en chassant les pirates sur l'Oronte. Donc et sa flotte pouvait évidemment aller y compris chez des princes alliés pour essayer de chasser les pirates. Donc cette figure du pirate va être mobilisée pour également essayer d'étayer le concept de souveraineté des mers. Il s'agit de garantir dès lors l'usage commun, ce que vous appelez les usus communis des mers et la sécurité de la navigation? Oui, c'est une des justifications premières des princes, c'est-à-dire le droit de dominer, le droit de revendiquer une propriété sur l'espace maritime est en fait une protection. La possibilité par exemple de mettre en place un péage, de réclamer une taxe pour les bateaux qui passent devant les ports du prince, eh bien ces revendications fiscales sont justifiées par la possibilité de protéger, justement, de financer des armées qui protégeront les marins des pirates, des brigands des mers. Et ça, c'est un point tout à fait essentiel. On garantit une mer commune si on élimine ceux qui l'écument, les écumeurs des mers, les brigands, les pirates. Et cela, on le retrouve dans toute la jurisprudence médiévale. Donc, est-ce qu'on peut dire que, en conséquence, les deux écoles finalement se marchent un peu sur les pieds et enfin c'est une expression un peu péjorative, c'est créer des ponts tout simplement entre leur conception et chacun prend son miel là où il se trouve? Oui, il y a derrière ces questions-là, une définition géographique, c'est-à-dire la question se transforme avec le mare clausum et le mare liberum, avec la mer fermée et la mer libre, autour des limites que l'on donne à cette juridiction du prince. Jusqu'où s'étend-elle? Peut-elle s'étendre jusqu'au fin fond des océans? Est-ce qu'un prince est en droit de poursuivre un pirate à l'autre bout du monde? Ou est-ce que son droit est limité à une portion de mer raisonnable? Ce qui est un des enjeux principaux de la controverse. Et bien sûr, peu à peu, on commence à distinguer un espace portuaire, de protection portuaire. La portée du canon joue un rôle important ici. Des espaces adjacents au territoire du prince, mais aussi des espaces communs et libres, y compris pour certains juristes, y compris pour des navires ennemis. Donc, ce que l'on cherche à dessiner, c'est aussi une géographie du droit maritime. Venise, c'est pour l'époque moderne, ça reste
je dis bien ça reste l'exemple du dominium maritime. Oui, par excellence. Vous citiez Grotius, on a évoqué Zelden. L'exemple qu'il convoque pour prendre justement appui sur cette longue durée de ce droit, c'est Venise. Venise qui réclame, qui revendique plutôt le droit sur l'ensemble du golfe Adriatique, de la mer Adriatique. Alors pour cela, les Vénitiens ont plusieurs justifications. Ils protègent la navigation, ils protégeraient la navigation contre les ennemis des marchands et des marins qui empruntent la mer Adriatique. Ils revendiquent aussi cet espace par les toponymes, notamment en mettant en avant le fait que cette mer Adriatique s'appelle dans les cartes, dans les atlas, dans les portulans, le golfe de Venise. Donc c'est une mer qui appartient à Venise, qui est protégée par Venise. Venise née sur les eaux et qui revendique par le mythe aussi cette souveraineté maritime très ancienne, immémoriale, comme l'écrivent les juristes de la Sérénissime, de la République de Saint-Marc et Venise. J'ai appris que la Sérénissime, en fait, il y avait une cérémonie annuelle, je crois, de mariage entre la Sérénissime et la mer. Oui, un mariage symbolique du doge de Venise qui, chaque année, se trempe dans l'Adriatique, jette un anneau d'or dans la mer pour l'épouser symboliquement, ce qui traduit à la fois deux choses. C'est bien sûr la vocation maritime de Venise, qui est à la fois un état terrestre, la terraferma, donc sur cet espace italien du nord-est, mais aussi un empire maritime, avec des îles grecques qui s'étendent jusqu'à en Crète au XVIIe siècle. Ensuite, les Ottomans prennent la Crète, mais c'est un puissant état maritime, donc cette vocation maritime, mais aussi sa liberté. Et c'est là où je crois qu'il y a un point important, un nœud intellectuel à souligner. Cette souveraineté des mers, c'est aussi un certain moyen de revendiquer un rang parmi les princes et parmi les États. Venise est libre vis-à-vis de l'Empire, c'est-à-dire que elle ne reconnaît pas de supérieur, parce qu'elle est précisément née sur les eaux, et que sa puissance maritime lui donne une autonomie à la fois politique et juridique qu'elle met en scène également dans des tableaux au Palais des Doges. Si les auditeurs vont au Palais des Doges, vous pourrez voir que cette cérémonie du mariage du doge avec la mer, ces cornes d'abondance qui Neptune et partout dans le Palais des Doges, parce que précisément Venise réclame un rang parmi les grands États européens, précisément dû à sa fonction maritime, à sa puissance maritime. Et donc notre cher Grotius était contre cette coutume au fond. Alors les juristes tendaient à la moquer de plus en plus, c'est-à-dire moquer une cérémonie qu'ils jugeaient anachronique avec. Mais au-delà de la cérémonie, la coutume de domination de cet espace par les Vénitiens. Alors Grotius est un juriste très intelligent et donc à la fois dans le Mare Liberum, il est très jeune, il est hardi et donc il dit effectivement les Vénitiens et les Génois, parce qu'on les mettait souvent dans le même sac. Gênes réclame aussi une souveraineté maritime sur le golfe de Gênes, plus modeste que l'Adriatique, mais tout de même. Grotius dit que effectivement les revendications de Gênes et de Venise sont exorbitantes sur leurs eaux. Mais dans son autre ouvrage, son ouvrage de 1625, qui s'appelle Du droit de la guerre et de la paix, qui sont chefs-d'œuvre absolus, que tous les spécialistes du droit international lisent. Certains considèrent que c'est vraiment une des matrices du droit international, d'autres plus prudents, dont je serai d'ailleurs, considèrent que ce livre est cette sorte, si vous voulez, de vision ancienne de ce qu'était le droit des gens, qui n'est pas exactement le droit international, c'est-à-dire c'est un système juridique d'État européen. Donc il y a des distinctions là conceptuelles qui sont mises en place. Je passe. Grotius, donc dans son droit de la guerre et de la paix, explique que dans les golfes, dans les anses, dans des baies, dans des espaces où un prince peut effectivement dominer les mers, il en a le droit. Grotius était extrêmement pragmatique d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'il mettait la liberté des mers, il mesurait la liberté des mers à l'aune de l'impossibilité de la dominer vraiment. Qui serait assez fou pour penser qu'il peut dominer l'ensemble des océans, qu'il peut maîtriser tout ce qui s'y passe, qu'il pourrait maîtriser aussi, c'est une phrase de Grotius, le trajet des poissons. Personne n'est assez fou pour le penser. En revanche, si un prince est assez fort par le canon, par la puissance de ses flottes, pour exercer un empire. Grotius utilise là le terme d'imperium, c'est-à-dire un pouvoir sur les mers,
après tout, s'il est capable de maintenir cette puissance, il peut la revendiquer. Et c'est là où Grotius est intelligent, c'est aussi qu'il s'oppose aux Portugais, dont l'empire dans l'océan Indien commence à vaciller, en particulier dans ses versants occidentaux et orientaux, plutôt orientaux, c'est-à-dire dans l'insule Inde. Et donc, il met en avant le fait que, les Hollandais, s'ils sont capables de s'approprier les océans, pourront le faire. Donc, ce rôle de l'effectivité du pouvoir pour revendiquer effectivement le pouvoir, c'est quelque chose qui va être absolument central. Et dans les controverses juridiques que j'ai pu lire, effectivement, certains diplomates s'amusent en disant allez donc tracer une borne en mer pour que l'on mesure justement des frontières maritimes. C'est quelque chose qui est extrêmement difficile. Et donc, pour cela, la Méditerranée est utile parce qu'il y a des écueils, des rochers, des îles qui permettent tout de même de tracer des lignes, ce qui est un des enjeux aussi de cette controverse. Mais alors justement, vous parliez de mer Adriatique tout à l'heure, il y a la mer de Sicile, la mer de Toscane, le golfe de Venise, la mer Ionienne, la mer de Capès, des mers que je ne connaissais pas, le golfe de Sidra, la mer de Marmara qui est plutôt connue, le détroit de Constantinople. Tous ces noms, vous en donnez toute une litanie, n'est-ce pas l'expression de cette territorialisation politique? Oui, ces toponymes sont absolument centraux pour comprendre aussi ces phénomènes d'appropriation. Cette idée, je la dois beaucoup à un livre de Renaud Morieux qui s'appelle Une mer pour deux royaumes, dans lequel l'historien montre comment la Manche, donc débattue entre les Anglais et les Français, combien la Manche a vu aussi une guerre de toponymes. Les Français la revendiquant comme Manche et les Anglais comme Channel, et bien sûr dans les cartes, selon que l'on choisit de mettre Manche ou Channel, on revendique plus ou moins d'espace. C'est exactement ce qui se produit aussi en Méditerranée. Il y a une guerre des toponymes qui se manifeste par la production de cartes, par des changements parfois extrêmement subtils pour élargir, par exemple, l'écriture d'un toponyme jusqu'à une mer voisine. C'est autant de petites modifications dans une carte qui ensuite peuvent justifier un débat juridique, même si ensuite, comme Grotius le pressent évidemment et comme bien sûr l'auditeur aussi, il faut avoir une marine pour revendiquer tout de même une puissance maritime. Mais ces enjeux toponymiques sont assez intéressants à observer. J'essaie de le faire à travers aussi bien les puissances d'Europe occidentale que l'Empire ottoman. Vous avez évoqué des penseurs des Pays-Bas, d'Angleterre, de Coimbra au Portugal. Quid de la France? Est-ce que Richelieu était contemporain de Grotius? Tout à fait. Est-ce qu'il y a des penseurs alors que notre espace est précisément maritime, des personnages qui se distinguent? À l'époque de Richelieu, il y a un moment Grotius, si vous voulez. Richelieu ne l'aimait pas beaucoup, mais les idées de Grotius étaient très présentes, à la mode, dans les cercles érudits de Paris, philo-protestants, mais pas uniquement, et notamment sur ces questions de puissance et ces questions d'empire qui intéressaient Richelieu sans qu'il les mette véritablement en pratique. C'est-à-dire l'idée que effectivement il fallait un développement ultramarin de la France qui arrivait tard dans l'espace atlantique, mais aussi vers la Méditerranée. Dans le testament politique de Richelieu lui-même, qui est une œuvre collective, on voit certaines idées proche de Grotius être manifesté sur la question de la puissance maritime. Il y a un juriste qu'on a un peu oublié, mais qui est intéressant à étudier, qui s'appelle Claude Barthélemy Morisot, qui est dijonnais, donc c'est pas particulièrement un port fameux. Dijon, on ne pense pas nécessairement à Dijon et la vocation maritime de Dijon. Il n'a sans doute pas beaucoup vu la mer, Claude Barthélemy Morisot, mais il écrit un immense ouvrage, l'Orbis Maritimi, qui réfléchit à ces questions de droit de la mer. C'est une présentation de tous les empires maritimes de l'histoire, et c'est un juriste brillant qui va utiliser la pensée de Grotius, parce que précisément pour les tarvenus, comme le sont les Français sur les océans, la pensée de Grotius est très commode, puisque en fait elle permet justement aux tarvenus de revendiquer des formes d'appropriation, voire de contrer les monopoles
anciennement établis. Du côté méditerranéen, les juristes français sont aussi mobilisés au Parlement d'Aix, beaucoup, à travers des controverses sur justement les péages, le droit de dire le droit sur les ports que sont Marseille, que sont Toulon, que sont Antibes, ces petits ports de frontières qui aussi sont tout à fait intéressants à étudier pour voir justement des controverses à d'autres échelles, c'est-à-dire l'échelle des petits bateaux, l'échelle du commerce, l'échelle des traités de paix aussi avec l'Empire ottoman. Donc il n'y a pas de juriste du calibre de Grotius, si vous voulez, mais on voit bien que la France est très présente dans les débats du quotidien autour de ces questions de droit de la mer. Richesse de vos sources internationales, si on peut parler de nation. En revanche, nous n'avons pas évoqué un élément absolument majeur de la zone méditerranéenne, c'est l'Empire ottoman, puisque l'Empire ottoman domine une bonne partie, donc de même la majeure partie. Oui, les 2/3 presque. Les 2/3 de la Méditerranée. Les Ottomans participent au débat sur cette liberté des mers. Alors, il y a une forme de participation, notamment dans la diplomatie ottomane. Qui voit des concepts être négociés, des octrois, des frontières être tracées dans ce qu'on appelle les capitulations, c'est-à-dire ces traités de paix octroyés par le sultan ottoman à des puissances étrangères. Donc ces capitulations tracent des limites de souveraineté, de droit maritime, mais aussi de droit commercial. Ce sont des textes de paix et de commerce. On le voit beaucoup aussi avec les puissances ottomanes d'Afrique du Nord, les provinces ottomanes d'Afrique du Nord que sont Alger, Tunis et Tripoli, qui ont aussi un système diplomatique de traité de paix qui justement réfléchit par exemple à la bonne prise, à ce qu'une capture en mer légitime. Est-ce que le corsaire a le droit de prendre en mer un navire ennemi, jusqu'où, pour combien de temps, etc. Donc des débats de ce type sont extrêmement présents dans l'espace ottoman. Il y a ensuite une présence ottomane dans la bataille des Écritures parce que une grande partie des justifications de souveraineté des mers est précisément la protection contre les Ottomans. Donc là, ce n'est pas une participation directe, si vous voulez, des juristes ou de l'administration ottomane, mais plutôt en revanche une figure ottomane qui va être mobilisée par les juristes européens pour revendiquer la protection des mers et partant la souveraineté. Donc l'Empire ottoman est partout dans la bataille des Lives parce que il est aussi présent dans l'océan Indien, dans la mer Rouge, et donc c'est une présence qui obsède une grande partie des débats maritimes de l'époque. Donc cette présence est vraiment essentielle. Là aussi, l'apport de votre livre est essentiel précisément dans la mesure où il montre que l'Empire ottoman, contrairement à l'idée que l'on pouvait en avoir, en tous les cas que l'historiographie présentée jusqu'à présent, reste une puissance maritime? Oui, elle reste une puissance maritime importante. Après, généralement, c'est vrai que les manuels peuvent mettre par exemple en avant le rôle de Lépante en 1571, cette grande défaite navale ottomane comme un tournant où justement le déclin maritime de l'Empire ottoman verrait le jour. En réalité, déjà Fernand Braudel le montrait, Lépante est certes un coup d'arrêt pour l'expansion ottomane, c'est un coup d'arrêt aussi psychologique qui doit être pris en compte, mais l'Empire ottoman réussit à recomposer sa flotte dans des temps records et à prendre Chypre juste après la défaite de Lépante en 1574. Chypre qui est tout de même un des joyaux de l'Empire vénitien en Orient. Je centre mon livre sur le XVIIe siècle. Le XVIIe siècle est aussi synonyme de la conquête de la Crète, qui n'est pas une petite île dans l'Empire vénitien, par les Ottomans. Nous sommes au milieu du siècle. Les Ottomans sont aux portes de Vienne également en 1683. Donc c'est une puissance militaire tout à fait essentielle et une puissance maritime maintenue au XVIIe siècle, maintenue aussi dans ses marges occidentales, en particulier ce que j'essaie de montrer lorsque je travaille sur Alger, Tunis et Tripoli. Ce sont trois provinces ottomanes que souvent l'historiographie mais aussi les acteurs de l'époque qualifiaient de pirates, d'États pirates,
pirates barbaresques d'Alger, de Tunis et de Tripoli. En fait, si on ottomanise ces provinces, c'est-à-dire si on les inscrit dans la gestion impériale depuis Istanbul, si vous voulez, on considère que ces flottes de corsaires d'Alger, de Tunis et de Tripoli étaient des forces d'appoint essentielles pour protéger la Méditerranée orientale qui était un espace tout à fait central pour le commerce ottoman, puisque chaque année une caravane importante reliait Istanbul et le Caire. Il fallait approvisionner ce ventre qu'était la ville d'Istanbul, et pour ça le riz, le blé qui venait du Caire, les produits de mer Rouge étaient tout à fait centraux. Donc en ayant des corsaires à l'ouest de la Méditerranée qui harcelaient les petites embarcations, mais aussi créaient cet espace militarisé dans les marges occidentales de la Méditerranée pour les Ottomans, les Ottomans revendiquaient aussi une protection sur cette Méditerranée occidentale. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est là de se pencher sur la titulature, les traités, la diplomatie, car le sultan ottoman se considérait comme maître de la mer Blanche. Mer Blanche, c'est Akdeniz en turc ottoman et en turc aujourd'hui, et Akdeniz, c'est la Méditerranée tout court. Donc le sultan ottoman se considérait lui-même comme le seigneur de la Méditerranée. Ouais. Et cela dans des traités qui étaient ratifiés, y compris par les puissances occidentales. Ce qui est incroyable, vous montrez dans les textes qu'il y a même une continuité dans les textes entre la terminologie de la fin de l'Empire romain d'Orient et du début de l'Empire ottoman. Oui, alors ça, les ottomanistes l'ont bien montré, les spécialistes de l'Empire ottoman, à quel point notamment sous Mehmed II, donc celui qui conquit Constantinople, mais aussi avec Soliman le législateur, Soliman le Magnifique, avec ces sultans-là, il y a une continuité très forte avec la figure de César, mais aussi avec la figure d'Alexandre. Donc des figures impériales, si vous voulez, qui sont aussi bien mobilisées en monde chrétien qu'en monde islamique. Et pour cela, les sultans ottomans n'hésitent pas à souligner le fait qu'ils sont les héritiers légitimes de l'Empire romain. Et cela donne lieu notamment à des revendications de très longue durée et à des revendications de légitimité vis-à-vis, par exemple, d'usurpateurs, comme le sont, par exemple, l'empereur du Saint-Empire romain germanique aux yeux de Mehmed II, le sultan ottoman, ou de Soliman. Alors nous avons fait une émission avec Jean-Charles Dussène, grand spécialiste du monde ottoman à l'époque médiévale, qui dans son ouvrage paru au CNRS Éditions, vous pouvez retrouver l'émission dans nos archives, présente la vision de la Christianitas par le monde musulman. Vous, dans votre ouvrage, alors vous ne souhaitez pas tomber dans l'idée du choc des civilisations, et au contraire, vous ne souhaitez pas non plus tomber dans l'autre travers qui consisterait à être irénique et à ne pas prendre en compte les conflits qui étaient véritablement existants et que vous présentiez. Quelle était la place au XVIIe siècle de l'idée de Christianitas, de Respublica, de République chrétienne, Respublica Christianitas, dans les rapports? Est-ce que c'était une chose prégnante ou au contraire, on va dire que les rapports commerciaux pouvaient prendre le dessus sur les rapports politiques et religieux? Je vous remercie de poser cette question parce qu'elle me permet peut-être aussi de clarifier ce que j'essayais de dire maladroitement sur le droit des gens, qui est un droit de la Respublica Christiana, justement, un droit des États chrétiens de l'ouest de l'Europe qui se sont mis d'accord sur un certain nombre de principes diplomatiques et politiques communs et qui justement organisent cet équilibre des souverainetés et des pouvoirs. Donc, de ce point de vue, l'Empire ottoman pourrait sembler exclu de la Respublica Christiana. Mais la Méditerranée, justement, met à l'épreuve cela. Elle le met à l'épreuve, d'une part, en montrant que déjà des puissances d'Europe occidentale traitent diplomatiquement font des traités de paix et de commerce avec l'Empire ottoman, avec Istanbul, mais aussi avec ses provinces. Et pour ça, il y en a plusieurs. Il y a Venise, évidemment, qui est en contact permanent. Alors certes, elle est souvent en guerre contre l'Empire ottoman, mais elle est souvent en paix aussi. Et cela passe par des capitulations, comme je l'ai dit tout à l'heure. La France a très tôt également des capitulations avec l'Empire ottoman et des traités spécifiques avec Alger, puis Tunis, puis Tripoli. Le Maroc étant indépendant de l'Empire ottoman, et des traités là aussi bilatéraux sont noués. L'Angleterre, les Provinces-Unies, les Pays-Bas ont également des traités. Ce n'est pas le cas des États italiens, Venise acceptée,
ni de l'Espagne. Et donc évidemment, il y a un état de guerre permanent, latent, qui est généralement manifesté aussi par une hostilité religieuse plus ou moins mise en scène, ou par des ordres militaro-religieux, comme par exemple l'ordre de Malte, qui depuis Malte fait des actions corsaires contre les embarcations musulmanes. C'est aussi le cas en Toscane. Donc ce que l'on voit, c'est d'un côté des impératifs de liaison commerciale qui donnent lieu à des alliances politiques, mais parfois aussi militaires. Hein. Les Français et les Ottomans sont unis, par exemple, contre l'Empire à plusieurs reprises, mais aussi, d'un autre côté, en ce qui concerne le droit des gens, les questions juridiques, une espèce d'unité fictive de cette Respublica Christiana qui commence à être battue en brèche précisément quand on commence à compiler des traités. Quand ces traités commencent à être compilés par les juristes, eh bien, on voit que les capitulations avec l'Empire ottoman sont peu à peu intégrées dans un ordre juridique qui va être celui aussi du XVIIIe siècle et qui n'exclut pas du tout les Ottomans, avec l'épée notamment de Karlovitz et de Passarovitz de 1699 et de 1718, qui inclut véritablement les Ottomans dans le jeu diplomatique et qui pour ça, si vous voulez, fissure l'idée de Respublica Christiana, que l'on trouve tout de même énoncée en 1713 avec les traités d'Utrecht qui mettent fin à la guerre de succession d'Espagne. Donc Respublica Christiana, si vous voulez, reste quand même un terme qui soude ce concept de droit des gens, mais qui commence effectivement à être questionné. Alors nous arrivons à la fin de cette émission, Guillaume Calafa. Peut-être une dernière question. Nous n'avons malheureusement pas le temps de parler des ports francs. C'est dommage. Je renvoie nos auditeurs à votre ouvrage. Peut-être simplement, hein, il y a une jalousie des souverainetés, une jalousie du commerce, des oppositions, la création, nous n'avons pas parlé, si vous avez évoqué les péages, la création du péage par la Savoie, 2% des marchandises. J'ai eu un certain temps avant de comprendre votre titre, en voyant d'abord le droit, mais le droit, c'est avant tout de la politique, et c'est pour ça que c'est une mer jalousée. Oui, le terme de jalousie m'a intrigué à la fois parce qu'il était utilisé chez Hobbes, jalousie des souverainetés, chez Hume, la jalousie du commerce, qui sont des termes que l'on retrouve dans énormément de documents, de textes, de diplomates, de lettres. Par exemple, Colbert parle de cette jalousie du commerce, de cette jalousie des souverainetés. Cette jalousie, elle permet de coaliser, si vous voulez, l'idée de protection, de souveraineté, de pouvoir, de domination, aussi, et le fait que l'on n'a pas envie de la partager. Et ça, c'est quelque chose qui précisément m'intéresse pour une mer qui est à la fois partagée parce que elle est une mer commune. Il y a des navires qui vont de part et d'autre. C'est un espace commercial, si vous voulez. On est forcé d'aller à un point A, à un point B, et tous les États ne dominent pas la Méditerranée tout entière, mais aussi voilà une difficulté à la partager, à trouver des règles communes pour éviter d'être jaloux justement. Ça c'est une question qui m'a intéressé. Le concept mériterait sans doute plus d'analyse parce que on le trouve véritablement partout dans la production juridique, philosophique et politique de l'époque. Eh bien, la meilleure porte d'entrée, c'est de lire votre ouvrage, Guillaume Calafa, Une mer jalousée, contribution à l'histoire de la souveraineté, Méditerranée, XVIIe siècle. Mais comme nous l'avons vu, nous nous sommes promenés à la fois dans les Pays-Bas, en Angleterre, en France et aussi dans l'Empire ottoman. C'est ce qui fait véritablement la richesse de votre ouvrage et aussi toutes ces disciplines auxquelles vous avez touché, la géographie, la philosophie, l'histoire et bien évidemment l'histoire du droit, la construction du droit. Une mer jalousée, paru aux éditions du Seuil. Chers auditeurs, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Guillaume, un grand merci. Merci à vous. Et nous nous retrouverons sûrement pour une série de cours d'histoire à définir. Merci, chers auditeurs. Merci. Et à très bientôt pour un nouveau grand entretien. Au revoir.